Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la télévision interactive. Bienvenue dans ce 20h. Nous sommes mardi 21 juin 2022. Voici les titres. Baccalauréat session 2022, c'est parti ce matin pour les 142 557 candidats pour les épreuves écrites sur l'ensemble du territoire national. Dans cette édition, nous ferons un tour à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso où le lancement officiel de cet examen scolaire a été donné respectivement par le ministre en charge de l'Éducation nationale et le président de l'Assemblée législative de transition. Dans ce 20h également, nous vous livrerons les conclusions du Conseil supérieur de la défense nationale. De grandes décisions ont été prises. La première concerne la création d'une brigade de veille et de défense patriotique et la seconde, la création de 2 zones d'intérêt militaire à l'est du pays et au Sahel pour plus d'efficacité dans les opérations de lutte contre le terrorisme. Assemblée annuelle 2022 de la Banque africaine d'import-export au Caire en Égypte. Le groupe Coris Bank International y signe un accord de financement de plus de 328 milliards de francs CFA, un montant colossal dont le président directeur général du groupe, Idrissa Nassa, nous dira les tenants et aboutissants étant donné qu'il sera avec nous dans ce 20h par visio-entretien. Nous démarrons ce journal avec une rencontre particulière au palais de Kossiam. La situation sécuritaire préoccupante au Burkina Faso amène le président lieutenant-colonel Damiba à échanger avec 2 anciens chefs d'État du pays, à savoir Roch Kaboré et Jean-Baptiste Ouedraogo. Ces 3 personnalités assises à la même table le matin de ce 21 juin 2022 se sont appesanties sur des sujets d'intérêt national avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre, par ailleurs, se présente comme le symbole d'un appel à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Le reportage porte la signature vocale de Maxime Jean-Eudes Bambara. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience dans la matinée de ce mardi 21 juin les anciens chefs d'État, notamment Roch-Marc Christian Kaboré et Jean-Baptiste Ouedraogo. À l'issue de cette rencontre, le président Damiba et ses pairs ont évoqué les questions liées à la situation sécuritaire. Ils ont également statué sur la conduite de la transition et bien d'autres sujets d'intérêt national. La rencontre entre ces 3 personnalités témoigne de la volonté affichée de l'actuel gouvernement de faire de la réconciliation nationale une réalité pour un Burkina uni, déterminé et solidaire dans la lutte contre le terrorisme. Elle traduit la matérialisation de l'appel à l'unité nationale et à la cohésion sociale lancé par le président du Faso dans sa feuille de route. Cette audience est le début d'une série d'actions envisagées par le chef de l'État en vue de décrisper la situation politique et favoriser la participation des filles et fils du Burkina Faso à l'œuvre de refondation nationale. En rappel, l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré a été déchu le 24 janvier dernier suite à un coup d'État militaire. Le 31 janvier, un acte fondamental rétablissait la Constitution et accordait au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le titre de président du Faso. Depuis lors, le président Roch Kaboré est toujours titulaire de nouvelles autorités. Voilà, les candidats donc à la conquête du premier diplôme universitaire se sont collés ce matin aux épreuves écrites du baccalauréat session 2022. À Ouagadougou, l'honneur est revenu au ministre en charge de l'Éducation nationale et à celui de l'enseignement supérieur de lancer officiellement ce 21 juin 2022 les épreuves écrites de cet examen scolaire au lycée Marienne Gouabi. Pour cette session 2022, plus de 142 000 candidats sont à la recherche du sésame d'or. Le ministre en charge de l'Éducation nationale a encouragé les candidats et les a rassurés sur les dispositions prises pour le bon déroulement des épreuves sur le territoire national. Abdoul Rahim Agnini.
Lycée Marianne Gouabi de Ouagadougou, c'est ici que s'est effectué le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session 2022. À quelques minutes du début des épreuves, le ministre en charge de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur visitent les salles de composition et encouragent les candidats. À 7h30 précises, le ministre Lionel Bilgo ouvre la première enveloppe. Il s'agit de l'épreuve de français dans cette salle composée de candidats de la série D. Nous voulons donc encourager l'ensemble des élèves burkinabés qui vont à la conquête donc de cet examen. Féliciter les parents, féliciter les enseignants qui ont fait un travail extraordinaire tout au long de l'année et qui en feront encore des années suivantes. Et nous espérons que cette année, la moisson sera bonne pour remplir donc les salles à l'université et de Ouagadougou et de partout là où il y a des espaces d'apprentissage pour accueillir ce capital humain que nous sommes en train de façonner. Dans le contexte sécuritaire et humanitaire difficile, le ministre Lionel Bilgo salue la résilience des différents acteurs. Il rassure que des dispositions sont prises pour permettre aux candidats déplacés de prendre part à cet examen. Dans les salles d'examen ce matin, il y a des enfants qui ont connu l'insécurité et qui ont fait preuve de résistance pour être dans les salles ce matin. C'est l'occasion pour nous de les féliciter. J'ai une pensée aussi à l'ensemble des enseignants qui ont subi les mêmes insécurités que les élèves, mais dont on ne parle pas souvent et qui malgré tout sont restés debout aux côtés de leurs élèves, ont toujours donné les cours, se sont retrouvés dans des localités, dans des classes parfois surchargées pour continuer leur sacerdoce qu'est l'enseignement. Donc c'est l'occasion ce matin de les féliciter et de les encourager, mais aussi de féliciter l'ensemble des Burkinabés, ces parents d'élèves-là qui ont montré preuve de solidarité, qui sont allés accueillir des enfants, qui les ont accompagnés, les soutenir, et même des bénévoles qui ne sont pas forcément des enseignants, qui ont donné des cours de soutien à des enfants déplacés. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales est à sa première expérience dans l'organisation du baccalauréat. Pour cette année, ce sont 142 539 candidats qui vont à l'assaut du diplôme terminal du secondaire. Dans la ville de Sia, c'est le complexe scolaire Le Savoir qui a abrité le lancement des épreuves écrites du même examen, le baccalauréat session 2022. Sur le plan régional, ce sont plus de 20 000 candidats qui sont à la conquête de ce premier diplôme universitaire. C'est le président de l'Assemblée législative de transition, Aboubakar Toguini, qui a procédé au lancement. Joseph Koudougou. C'est au complexe scolaire Le Savoir de Bobo-Dioulasso que les épreuves écrites du baccalauréat session 2022, toutes séries confondues de la région des Hauts-Bassins, ont été lancées. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, professeur Aboubakar Touyeni, qui a donné le top départ. Mais avant, il a prodigué quelques conseils aux candidats. Je vous souhaite une bonne chance pour cette session et que l'année prochaine, on vous retrouve à l'université là-bas. N'est-ce pas ? Il est 7h30. Le président de l'Assemblée nationale procède à l'ouverture de l'enveloppe contenant le premier sujet. C'est l'épreuve de français avec sujet au choix pour une durée de 4 heures. Mais vous savez, c'est la première session organisée, bien sûr, sous l'égide de SECOS et en partenariat, bien sûr, avec les universités. Et donc c'est important que nous soyons là pour encourager bien sûr tout le monde donc, de l'éducation. J'ai été pendant plusieurs années président de jury donc, du bac. Et pour les candidats, c'est extrêmement important aussi que nous puissions leur prodiguer des conseils. Parce que tout ce qu'on donne, c'est des choses qu'ils ont déjà fait en classe. Donc il ne faut pas partir déjà stressé. Pour ces candidats à l'assaut du dernier diplôme du cycle secondaire, pas d'inquiétude. Et cette première épreuve se déroule visiblement bien. Oui, je suis prêt. Bon, j'ai l'esprit posé, pas de stress. Ouais, ça va. Je compte sur moi-même. Et j'ai confiance en moi. Ouais, ça va aller. Et tout se passe bien dans l'ensemble. Il faut dire toujours que c'est un examen national et il y a quelques réglages au départ qu'il faut toujours apporter. Mais dans l'ensemble, l'organisation de cet examen a été bien menée et nous lançons les épreuves dans tous les jurys et centres d'examen dans la région des Hauts-Bassins et nous espérons que tout va se passer bien. Pour cette session de 2022,
1992 candidats ont été enregistrés dans la région des Hauts-Bassins. Un effectif qui a connu une régression de 4% par rapport à l'année 2021. Les premiers résultats sont attendus au plus tard le 30 juin. Bonne chance à tous les candidats. Et puis, je vous le disais, il y a quelques minutes, les assemblées annuelles 2022 de la Banque africaine d'import-export, Afrique-Bank, se sont tenues au Caire, en Égypte, du 15 au 18 juin 2022. La Banque africaine d'import-export est une institution financière multilatérale panafricaine. Son but est de fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain. Un accord de financement d'un peu plus de 328 milliards de francs CFA a été signé avec le groupe Coris Bank International. Nous sommes d'ailleurs rejoints par son président directeur général Idrissa Nassa pour un visio-entretien. Bonsoir, Monsieur Idrissa Nassa. Bonsoir, Madame. En marge des travaux de l'Assemblée annuelle de Afrique-Bank au Caire, vous avez signé avec le président Bénédicte Oramah un accord de financement de trade. En quoi cet accord de financement consiste-t-il? Merci. En fait, effectivement, en marge des travaux de l'Assemblée générale d'Afrique-Bank, nous avons eu l'opportunité de bénéficier d'Afrique-Bank une ligne conséquente de financement du trade, du commerce international. Et cela a consisté à la signature d'une convention d'un montant de 500 millions d'euros, équivalent à 328 milliards de francs CFA, qui a été octroyé à notre groupe pour accompagner son activité de financement du commerce et de l'approvisionnement de nos pays. Une très forte somme, à quoi sera-t-elle destinée quand on sait que vous êtes quand même présent dans 9 pays? Alors ce financement sera destiné à l'approvisionnement des pays dans lesquels nous sommes installés, notamment les produits de grande consommation. Quand on dit produits de grande consommation, vous avez les céréales, vous avez aussi le pétrole, vous avez des engrais, vous avez tous les produits de première nécessité qui sont nécessaires au bon fonctionnement de nos États, donc seront financés par cette ligne et pour tous les pays dans lesquels nous sommes installés. Justement, M. Nassa, les assemblées annuelles d'Afrique-Bank sont ouvertes aux professionnels du secteur bancaire, aux praticiens du commerce et du financement du commerce. Qu'est-ce que cela représente pour un grand nom de la banque sous-régionale comme vous? Bien, vous savez, les grandes institutions organisent leur assemblée générale et en font un cadre de rencontre pour leurs partenaires, pour les clients et pour les hommes d'affaires. Donc, c'est le cas de la BAD, de la BID ou d'Afrique-Bank. Donc, c'est une opportunité pour faire du networking, c'est-à-dire de faire des rencontres, de faire du réseautage avec les autres institutions qui travaillent avec Afrique-Bank, mais également les hommes d'affaires qui sont présents et avec lesquels nous avons des échanges qui sont souvent très fructueux et qui nous permettent de continuer, de poursuivre à entretenir des relations entre nous au-delà donc de l'Assemblée générale. Il faut dire que cette Assemblée générale d'Afrique-Bank a été placée sous le signe de l'encouragement du commerce intra-africain. Nous avons estimé qu'au vu des évolutions récentes avec la signature des accords de la ZLECA, il était important que les pays africains apprennent à travailler ensemble et que les échanges soient renforcés entre pays africains. Cet accord entre Coris Bank et Afrique-Bank est l'exemple même de relations fortes entre institutions africaines. Cela a-t-il un sens tout particulier pour vous en termes de contribution au développement du continent? La signature de cette convention a un sens particulier pour nous, en ce sens que c'est une convention qui est scellée entre deux institutions africaines, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé en Europe ou aux États-Unis pour chercher du financement. C'est une institution africaine qui finance un groupe bancaire africain. C'est très important parce qu'il est important que nous apprenions à travailler ensemble, que nous apprenions à nous faire confiance, et c'est comme ça que nous allons ensemble travailler au développement de notre continent.
Monsieur Nassa, il y a une autre bonne nouvelle à la Société financière internationale, qui est une organisation du groupe de la Banque mondiale consacrée au secteur privé, vous a retenu pour un projet pilote dans l'espace à UEMOA pour les industries créatives. Qu'en est-il exactement? Effectivement, comme vous le savez, au-delà de la Fleximbank, nous avons des relations avec la plupart des institutions. C'est ainsi que nous avons participé aux assemblées de la BID, au cours de laquelle nous avons aussi signé des conventions avec les démembrements de la BID qui nous ont accordé des financements importants pour financer la finance islamique, le réseau de Kouris Baraka. C'est des conventions que nous avons eu à signer. Mais nous avons également la SFI qui est un partenaire historique de notre groupe. Nous travaillons avec la SFI depuis une dizaine d'années. Ils nous accordent régulièrement des lignes de financement, des lignes de confirmation. Et c'est un partenariat qui est très fréquent. Et au cours du CEO Forum qui s'est tenu à Abidjan, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le vice-président de la SFI, M. Maktar Diop, et avec lequel nous avons eu des échanges approfondis sur le renforcement des relations entre la SFI et notre groupe bancaire. Et à ce sujet, il a été décidé que notre groupe va porter un projet pilote pour le compte de la SFI qui concernera le financement de l'industrie créative en Afrique de l'Ouest. L'industrie créative, cela s'entend musique, cinéma, la mode, les arts plastiques, etc. Tout ce qui est industrie créative dont la SFI s'engage à apporter un soutien important à ce secteur d'activité pour développer la culture dans notre région, mais surtout pour faire en sorte que l'Afrique compte aussi sur le plan culturel au niveau mondial. Et donc c'est un projet qui est en cours, qui est en train de se mettre en place, avec un espoir qu'il sera opérationnel d'ici la fin de l'année. Une toute dernière question, Monsieur Nassa, qui n'est aucunement en rapport avec le monde de la finance, mais qui taraude l'esprit de bien de Burkinabés. Vos actions de solidarité à l'endroit de causes diverses ou encore vos audiences sont souvent très commentées. Certains y voient même un certain engagement. Idrissa Nassa veut-il se lancer en politique? Non, sur ce plan-là, je voudrais rassurer tous ceux qui ont de la sympathie pour moi que je ne suis ni de près ni de loin intéressé par une carrière politique. Donc certains effectivement voient dans mes actions une forme de préparation à la présentation d'une éventuelle candidature. Je n'y suis pas du tout intéressé, ni de près ni de loin. Il faut savoir que l'avantage d'être homme d'affaires, c'est aussi de savoir ce qu'on veut. Et moi aujourd'hui, j'ai la pleine conviction que le sens de mes intérêts ne se trouve pas dans la politique. Donc non, il faut le noter une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas intéressé par la politique et tout ce que je fais, ça n'a absolument rien à voir avec une coloration quelconque sur le plan politique. C'est bien noté. Merci, Monsieur Idrissa Nassa, pour votre disponibilité. C'est moi, je vous remercie. Voilà, et nous continuons donc ce 20h. Une session du Conseil supérieur de défense nationale s'est tenue ce 20 juin 2022 à Kosiama en présence du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. À l'issue de cette rencontre, 2 décisions importantes ont été prises afin de mieux faire face à l'hydre terroriste. Le Conseil a décidé de la création d'une brigade de veille et de défense patriotique et de la création de 2 zones d'intérêt militaire dans les régions de l'Est et du Sahel. À Serge Kabouri. Moins de 2 semaines après le drame de Seitenga qui a officiellement causé la perte en vie humaine de 86 personnes, les lignes bougent du côté des forces de défense et de sécurité. En effet, à l'issue de la session du Conseil supérieur de la défense nationale qui s'est tenue en présence du chef de l'État, le point a été fait sur les antennes de la télévision nationale. Il y ressort, selon la déclaration lue par le commandant des opérations du Théâtre national, la création d'une brigade de veille et de défense patriotique BVDP. Les membres du Conseil supérieur de la défense nationale ont décidé de la création d'une brigade de veille et de défense patriotique BVDP sous tutelle du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Rattachée au commandement des opérations du Théâtre national, COTN,
Cette brigade va regrouper l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, engagés dans les différentes communes du Burkina Faso. La BVDP aura entre autres pour mission la coordination opérationnelle de la défense civile du territoire, la contribution à la recherche du renseignement et la défense de certaines parties du territoire en cas de nécessité. Le Conseil supérieur de la défense nationale a également décidé de la création de 2 zones d'intérêt militaire, notamment dans les régions de l'Est et du Sahel. La décision de création de ces zones d'intérêt militaire est prise dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale. Ainsi, la zone d'intérêt militaire de la région de l'Est couvre les provinces de la Tapoa, de la Kompienga, de la Komandjari et du Gourma et concerne principalement les aires protégées de la région. En l'occurrence, les réserves d'Arli, les réserves de Kourtiagou, la réserve de Madjouari, celle de Pama, du Sengou et du parc national W. Quant à la zone d'intérêt de la région du Sahel, elle couvre la province du Soum. La dite zone est ainsi délimitée au nord par la ligne frontalière Burkina Faso-Mali, à l'est par les localités de Soumbela, Gaskinde, Oka et Souma, au sud par les localités de Souma, Filio et Damba, et à l'ouest par les localités de Tem et Pogol-Djambé. Il y a interdit toute présence ou activité humaine au risque de s'exposer aux effets des opérations militaires qui seront conduites sous peu. Et pour ce faire, un délai sera accordé aux populations résidentes de ces zones pour joindre des lieux plus sécurisés. Le Conseil supérieur de défense nationale a également relevé des manquements dans la conduite de certains FDS et VDP. Il nous revient de façon récurrente que certains éléments des forces militaires et paramilitaires, ainsi que certains volontaires pour la défense de la patrie, se rendent coupables de comportements contraires aux idéaux qui sous-tendent l'esprit de la lutte contre l'extrémisme violent. Ces agissements aux antipodes de leur profession et qui portent gravement préjudice aux populations contribuent à discréditer l'action des forces militaires et paramilitaires et à briser l'élan de toute la nation dans sa quête de sécurité. Pire, ces mauvais comportements sont devenus dans certaines localités la cause même de l'insécurité par l'engrenage de représailles qu'ils entraînent. Conséquence, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'air, de la gendarmerie nationale, le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et du groupement central des armées, ainsi que le directeur général de la police nationale, de la douane, des eaux et forêts et de la garde de sécurité pénitentiaire ont été instruits pour la prise de mesures vigoureuses face à ces comportements. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC se pose la question suivante. Y a-t-il véritablement eu un changement à la tête de l'État burkinabé? L'institution de Sagado Nakanabo a animé une conférence de presse dans ce sens aujourd'hui même, 21 juin, à Ouagadougou, pour donner sa lecture de la situation nationale. Elle conclut qu'aucun changement positif n'est à noter 5 mois après la prise de pouvoir par les autorités actuelles. Pour le RENLAC, les choses vont même de mal en pis. Maxime Jean-Eudes de Bambara. On peut bien se demander s'il y a eu véritablement un changement à la tête de l'État. Après 5 mois de gestion du pouvoir, le président Damiba, à l'image de son prédécesseur, ne semble pas avoir pris la pleine mesure des aspirations populaires, constate le réseau national de lutte anticorruption RENLAC. L'institution de Sagado Nakanabo en veut pour preuve les salaires des membres du gouvernement qui ont doublé comparativement à ceux du gouvernement déchu. Une augmentation jugée indécente par le RENLAC. Quand vous avez déposé une plainte sur des salaires de 1 million et que ceux qui sont venus pour changer la donne, pour améliorer la situation, se donnent des salaires de 2 millions. Vous voyez que les gens au football, là, ils appellent ça quoi? Contre-pied ou c'est quoi là? Vous demandez, mais est-ce que vous n'êtes même pas ridicule de penser à votre procédure en justice? Parce que c'est comme si ces nouveaux salaires-là viennent nous dire que mais vous-même, vous êtes des rêveurs.
Sur le plan sécuritaire et humanitaire, aucun changement qualitatif notable n'a été observé selon le secrétaire exécutif du RENLAC. Si pour Sagado Nakanabo, 5 mois d'exercice du pouvoir peuvent paraître insuffisants pour juger du bilan de la transition, il est également indéniable que les premiers pas d'un régime sont déterminants pour la marche à suivre. Le RENLAC attend toujours de savoir le contenu du rapport d'Inata. Jusqu'à présent, le peuple n'a droit à rien. Or, c'est quand même l'une des catastrophes qui a motivé leur putsch. Et ils ne sont pas pressés de dire ce qui s'est passé. On a envie de leur demander, mais de quoi ils ont peur? Ou bien, qu'est-ce qu'ils veulent nous cacher réellement? Parce que dans le fond, aujourd'hui, quand ils vont présenter le rapport sur Inata, ce rapport aura beaucoup du mal à conquérir en crédibilité. L'exemplarité et le sens du sacrifice doivent, selon le secrétaire exécutif du RENLAC, être le leitmotiv de l'action gouvernementale. À en croire ce dernier, seule une lutte résolue et sincère contre la corruption et la malgouvernance pourrait permettre de relever le défi de la lutte contre le terrorisme. Le président Damiba semble s'inscrire dans la même logique que son prédécesseur, M. Roch Marc Christian Kaboré, avec la nomination à la tête des sociétés d'État et des grandes institutions publiques, d'amis et de copains. Pourtant, l'accès à ces postes est censé se faire par appel à candidature. Les révocations systématiques avec effet immédiat des directeurs généraux et présidents d'institutions suscitent des interrogations légitimes sur les intentions réelles du pouvoir. Car en principe, la révocation d'un agent public devrait s'appuyer sur des faits précis qui lui sont reprochés et connus de tous. Sur la question des nouvelles mesures relatives à la création de 2 zones d'intérêt militaire et sur la création d'une brigade de veille et de défense patriotique qui va regrouper l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, le RENLAC dit se garder de tout commentaire et attendre de voir des résultats concrets sur le terrain. Le secrétaire exécutif du RENLAC, Sagado Nakanabo, s'est également prononcé sur l'affaire de la disparition des 14 camions-citernes transportant du carburant le mardi 14 juin dernier dans l'est du Burkina. Pour ce dernier, l'affaire est très inquiétante et pose un véritable problème de transparence. Maxime Jean-Eudes de Bambara. J'allais dire dans le désert ou dans la savane. Or, vous savez que les citernes, de par leur nature même, ne peuvent pas emprunter des routes qui ne sont pas carrossables. Donc ces citernes-là ne peuvent pas s'éloigner des chemins officiels. Mais pourtant, ces citernes semblent avoir disparu et on ne dit rien là-dessus. Et on veut nous faire croire qu'elles ont vraiment disparu. Est-ce que c'est possible qu'une seule citerne même disparaisse dans le désert jusqu'à être invisible? Bon, vraiment, ce sont des choses comme ça sur lesquelles, si on n'est pas transparent, si on ne peut pas donner la communication claire sur des choses aussi élémentaires, en tout cas, on risque de mettre sa bonne foi à l'épreuve, quoi. Nous trouvons que c'est tout simplement trop gros. Et c'est encore plus gros, plus inquiétant quand l'autorité même ne dit rien et se met en menace lorsque les gens vont se mettre dans les projections, dans les supputations et dans les conjonctures, alors que la situation s'y prête réellement. Le silence des autorités obligera forcément l'expression des peuples pour vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. Hors de chez nous, au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA dresse le bilan de la signature de l'accord pour la paix. 20 juin 2015 à 20 juin 2022, cela fait 7 ans que le gouvernement du Mali et les groupes armés indépendantistes ont signé l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. 7 ans après cette convention, la CMA observe une halte pour faire le point. Pour les ex-indépendantistes, beaucoup
beaucoup reste à faire pour la mise en œuvre intégrale de l'accord pour la paix. C'est lors d'une conférence de presse organisée ce lundi 20 juin 2022 à Bamako que les responsables de la CMA ont dressé leur bilan. Correspondance de Bourima Soulou. Paraphé le 15 mai 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger a finalement été signé le 20 juin de la même année par l'ensemble des parties. Cela fait donc 7 ans que le gouvernement malien et les groupes signataires sont dans un processus de mise en œuvre de cet accord. Une mise en œuvre difficile, reconnaît le porte-parole de la CEMA qui estime que les parties signataires peuvent mieux faire. Il n'est pas négatif mais il n'est pas satisfaisant parce qu'on pouvait faire plus si vraiment il y avait la volonté. Donc avec du courage, avec plus de volonté politique, nous pourrons aller plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. L'accord pour la paix et la réconciliation nationale prévoit un certain nombre d'activités avant sa mise en application effective. Il s'agit notamment de la mise en place de l'armée reconstituée dans les régions nord et la police de proximité. Mais à ces questions, certains Maliens opposent un refus catégorique, craignant que cela cautionnerait la répartition du pays. Cette inquiétude n'est pas partagée par la CEMA. Il n'y a aucune partie de l'accord qui parle de la répartition du pays. C'est vrai, il y a des gens particulièrement politiques qui diabolisent cet accord à des fins personnelles, qui les prennent des chevals de bataille, un cheval de bataille pour eux, pour vraiment faire mobiliser la population, pour leur dire que c'est un accord et qui est un accord qui est là, qui peut être une cause de division du pays. Mais, si vous leur demandez quelle est cette partie qui peut être une cause de répartition du pays, ils ne vous le diront pas parce qu'en général, ils n'ont pas lu, ils ne savent pas son contenu. Face aux hommes des médias, la CEMA réaffirme sa volonté d'aller vers la paix définitive au Mali. Le fait que nous sommes là à Bamako, c'est une preuve que nous sommes disponibles pour la mise en œuvre de l'accord et nous ne voulons que ça. C'est un engagement que nous avons signé, auquel nous demeurons attachés jusqu'à sa mise en œuvre parce que nous voyons en cela une sortie de crise pour ce pays qui est confronté à des multiples problèmes. La question sur la relecture de l'accord voulu par une frange de la population, les ex-indépendantistes craignent eux aussi que cela devienne une boîte à Pandore. C'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles à nos programmes à se poursuivre. À demain. Bonsoir.